Chers participants, bonjour. Je vais vous présenter aujourd'hui une autre séance du cours de Management 2 s'adressant aux étudiants de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Mohamed Ier, groupe 6. On va essayer dans cette séance de poursuivre le cours de Management 2, spécifiquement d'étudier l'école de la contingence de la deuxième partie du plan de cours. Nous avons commencé d'étudier dans la séance précédente les théories modernes, en particulier l'école systémique, qui se base sur la notion de système et qui a influencé plusieurs écoles en théorie des organisations. Cette école cherche à combler les différents courants de pensée en matière d'organisation, mais aussi à supprimer les barrières séparant les autres sciences de l'activité humaine. Avant de passer à l'étude de l'école de la contingence, nous allons tout d'abord tenter de résumer brièvement le cours de la séance 6. La systémique ou l'école systémique s'appuie sur des concepts et sur des outils de modélisation. La circularité, l'interaction, la rétroaction, etc. décrivent des propriétés ou des principes liés au fonctionnement d'un système. Afin de comprendre en profondeur l'école des systèmes, il était question de savoir pour l'école systémique quels sont les concepts de base, quelle est la modélisation d'un système complexe, qu'est-ce que le désordre organisateur, et enfin, quelles sont les influences de cette école sur la théorie des organisations. On a tenté de comprendre les concepts de base de la systémique à travers 5 titres. Premièrement, système, globalité, émergence. Ces premiers éléments nous ont permis de comprendre qu'est-ce qu'un système, c'est-à-dire un ensemble d'éléments en interaction dynamique, organisés en fonction d'un but spécifique. À travers les exemples de la chaise et de l'automobile, on a pu comprendre qu'un système est défini comme tel s'il existe des éléments reliés entre eux et ayant des interactions. Ainsi, un système ne peut être inactif. Pour la chaise, même si elle était constituée de divers éléments reliés entre eux, assise, dossier et les pieds, l'absence d'interaction entre ces éléments la rend inactive et ne peut être définie comme système. Alors qu'une automobile, lorsqu'elle est en activité, sera le siège de nombreuses interactions entre ces différentes composantes. S'y ajoutent des interactions avec l'utilisateur qui pilote ce système machine, capable aussi en partie de se réguler lui-même. Les concepts interaction, rétroaction et causalité circulaire ont été étudiés en deuxième lieu. On a bien spécifié que dans un système, on a des interrelations ou des interactions entre plusieurs éléments. Par la suite, on a des boucles de rétroaction, c'est-à-dire des feedbacks entre les différents éléments, pour désigner ces interactions continuelles qui peuvent être positives ou négatives. La causalité circulaire est l'ensemble des rétroactions ayant une cause à effet naturel. Pour définir simplement la circularité, on peut simplement dire que l'on est dans la circularité lorsqu'un phénomène ou un élément A influence ou agit sur un phénomène ou un élément B, et qu'à son tour B influence sur A. Plus simple encore, on peut dire que l'un fait l'autre et l'autre fait l'un. Exemple, les crédits font les dépôts et les dépôts font les crédits. La base de la systémique est d'arrêter de voir les liens isolément, mais de regarder les choses en même temps. C'est à ce stade qu'apparaît la boucle rétroactive de la causalité circulaire entre éléments. Interrelation et organisation font partie aussi des concepts étudiés en troisième point. Lorsque les interactions deviennent permanentes ou durables, elles sont qualifiées d'interrelation. Et l'ensemble des interrelations est appelé organisation. C'est pour cela qu'on dit l'organisation est la relation des relations. L'organisation est en même temps une structure et aussi une organisante, c'est-à-dire programme. Un système est caractérisé par une ouverture et fermeture. C'est pour cela qu'il était important de comprendre à quoi consistent ces deux notions dans la systémique. C'est ce qu'on a vu dans le quatrième titre. Ainsi, une organisation joue le rôle fermeture du système. Elle relie et maintient la stabilité du système et son existence à travers les intrants et les extrants. Finalement, comme concept de base, nous avons expliqué la complexité, la variété et l'auto-organisation. La complexité croît avec le nombre d'éléments et le nombre d'interrelations. Ainsi, avec le nombre de relations entre le système et son environnement, cela détermine le nombre de configurations, d'états, de comportements possibles que peut prendre un système, c'est-à-dire sa variété. Plus la variété est grande, plus le système, en cas de perturbation interne ou externe qui le menace, aura la possibilité de trouver une nouvelle configuration adaptée aux perturbations. Pour cela, un système doit être capable de transformer son organisation. C'est la propriété d'auto-organisation. On passe au deuxième élément étudié par l'école de la systémique, qui est la modélisation d'un système complexe. Moine y désigne 3 sous-systèmes fondamentaux pour compléter la définition d'un système. Sous-système de décision, qui est la coordination, imagination, finalisation. Sous-système d'information, sélection, mémorisation et diffusion. Et le sous-système opérant, qui est la production. Pour compléter, Moine propose d'observer également les aspects fonctionnels et génétiques.
L'étude de l'aspect fonctionnel consiste à déterminer ce que le système fait, ses finalités, sa fonction ou son utilité. L'étude de l'aspect génétique vise à découvrir ce que devient l'objet, à rechercher la dynamique de son évolution, c'est-à-dire à la fois son histoire et son devenir. C'est donc au final par triangulation systémique que doit s'étudier le système organisation. Le troisième élément étudié par le systémique est le désordre organisateur. La dialectique de l'ordre et du désordre invite à étudier une organisation dans ses régularités, stabilité, équilibre, mais aussi dans ses instabilités, incertitudes, déviances, perturbations, innovations, d'autant que celles-ci, même très faibles, peuvent engendrer des effets pervers ou boule de neige, qui est l'effet papillon, et aboutir à faire dévier le système sur de nouvelles voies et lois de fonctionnement. Nous avons en dernier point expliqué les influences de la systémique sur la théorie des organisations. Plusieurs écoles en théorie des organisations ont été influencées par la systémique, telle que l'école socio-technique qui est une application de la théorie systémique qui a poussé de considérer l'entreprise comme un système ouvert et capable d'autorégulariser pour répondre aux variations de l'environnement. Cette école a décomposé l'entreprise en deux sous-systèmes, le système technique qui est la technologie et des outils de production et le système social qui sont les individus et leurs relations. Parmi d'autres courants et travaux en théorie des organisations qui s'inspirent de la systémique, on peut mentionner l'école décisionnelle, l'organisation comme lieu de traitement de l'information et de résolution des problèmes. L'école sociologique, l'analyse stratégique des organisations qui se réfère ouvertement à l'approche systémique en insistant sur la causalité. Les travaux sur l'organisation, les individus capables de traiter et transformer l'information, de créer de nouvelles connaissances et de nouveaux comportements, c'est-à-dire s'auto-organiser, qui est l'organisation. Il s'avère important de rappeler les dysfonctionnements des écoles précédentes qui ont été à la base de la conception de l'école de la contingence. L'école de la contingence s'appuie sur des théories en rupture avec l'école classique. Pour ces auteurs, il n'existe pas d'entreprise type parfaite. Le fameux One Best Way. L'organisation de l'entreprise diffère en fonction de facteurs internes et externes à celle-ci, voire plus bas les facteurs de contingence. La théorie de la contingence est une doctrine dont le poids est très important de management, puisqu'il est considéré plus adapté aux nouvelles exigences organisationnelles et au contexte économique actuel. La contingence d'une organisation désigne sa dépendance des caractéristiques de son contexte, c'est-à-dire l'influence des variables de structure sur les caractéristiques de l'organisation. Les facteurs de contingence sont alors des éléments internes ou externes à l'entreprise qui influencent de manière déterminante sa structure. À cet effet, l'école de la contingence se subdivise en deux, les travaux sur les facteurs internes et les travaux sur les facteurs externes. L'école de la contingence regroupe les travaux de plusieurs auteurs des années 50 aux années 70. À partir des années 1960, l'école de la contingence structurelle a exploré l'idée que les meilleures façons de s'organiser ne sont pas universelles, mais dépendent de caractéristiques propres à chaque organisation qu'ils dénomment facteurs de contingence. Pour ce qui est du principe de l'influence des facteurs de contingence sur la structure organisationnelle qui engendre la performance pour cette organisation. Pour l'école de la contingence, les organisations diffèrent les unes des autres, en particulier par leur structure. Par structure organisationnelle, on entend l'ensemble des paramètres qui caractérisent la division, la coordination et le contrôle de l'activité au sein d'une organisation. Ces paramètres étant relativement pérennes, ils stabilisent l'organisation à un moment donné. Les théoriciens de la contingence, et notamment les chercheurs de l'université britannique d'Aston, dans les années 1960, se sont concentrés sur des dimensions formelles de la structure organisationnelle. Ils se sont appuyés sur l'identification d'éléments observables et ont retenu 5 variables sur de nombreuses observations empiriques, qui sont les degrés de spécialisation, le degré de standardisation, le degré de formalisation, le degré de centralisation et le nombre de niveaux hiérarchiques. Les travaux de l'école de la contingence font l'hypothèse que la structure organisationnelle ainsi définie dépend de facteurs de contingence. Certains peuvent être considérés comme internes et d'autres facteurs sont considérés comme externes. Plusieurs écoles ont étudié des principes d'organisation qui sont invariables, quelle que soit la taille, l'âge, le secteur d'activité ou la stratégie suivie par l'entreprise. L'école de la contingence est venue remédier à ce problème, puisque pour eux, il y a des facteurs internes et externes qui influencent l'organisation. Plusieurs auteurs ont été à l'issue de l'école de la contingence, tels que Blow, Greener, Woodward, Chandler. Pour Blow, il a étudié la taille de l'organisation à travers la différenciation structurelle. Greener a étudié l'âge de l'organisation à travers les cycles de vie.
Et Woodward a étudié la technologie à travers l'organisation de la production. Et enfin, Chandler a étudié les choix stratégiques à travers l'adaptation des formes structurelles. Comme le montre la figure suivante, les facteurs de contingence interne sont souvent abordés à travers 4 dimensions qui sont la taille, l'âge, la technologie et la stratégie, et qui influencent la structure organisationnelle. La structure d'une organisation dépend de sa taille. Dans les années 1970, le sociologue Peter Blow a développé l'idée que l'augmentation de la taille d'une organisation s'accompagne de changements structurels, tels qu'une spécialisation croissante, une multiplication des règles et un haut degré de décentralisation des décisions. Il y aura donc un lien entre la taille de l'organisation et une forme de bureaucratie. Pour illustrer la taille et la bureaucratie, on a comme exemple, dans le cadre d'un groupement territorial, 2 organismes de formation professionnelle dans le secteur industriel se regroupent et fusionnent. Mécaniquement, la taille augmente et les coordinations informelles, liées à des habitudes de fonctionnement et à des identités de sites bien installées, ne sont plus efficaces. Pour assurer le fonctionnement de la nouvelle entité et homogénéiser les pratiques, il devient nécessaire de formaliser les relations et d'établir les procédures. Blow observe un autre phénomène lié à la taille de l'organisation, qui est la différenciation structurelle. Au fur et à mesure que sa taille augmente, l'organisation se subdivise en un nombre croissant de départements, d'unités, elles-mêmes divisées en sous-unités, de niveaux hiérarchiques, de définition de postes, etc. Cette différenciation structurelle induit un renforcement des singularités propres à chaque entité en termes d'activité et en termes de représentation, et un renforcement des différences entre chaque entité. Plus la différenciation structurelle est élevée, plus il est nécessaire d'avoir une fonction administrative suffisamment développée pour maintenir la cohérence et le contrôle de l'ensemble de l'organisation. Par exemple, dans un hôpital, la différenciation structurelle est très élevée. Les métiers et les statuts y sont nombreux. On a les praticiens hospitaliers, les internes, les externes, les infirmiers, les aides-soignants, les brancardiers, les cadres de santé, etc. Ainsi que les lieux, les rythmes et les procédures. Le risque est donc que chacune de ces entités ainsi définies se renforce dans une façon particulière de se représenter l'activité. Ses modes opératoires ou ses priorités. La structure administrative de l'hôpital doit être conçue pour compenser les effets de cette différenciation structurelle. Greiner a étudié l'âge de l'organisation et les phénomènes de cycle de vie. La structure d'une organisation est liée à son âge. Plusieurs phases structurelles peuvent ainsi être observées dans le développement d'une organisation au fur et à mesure de son existence. Les premiers temps sont des phases de créativité et d'innovation. La dimension collective se fait ensuite de plus en plus importante. Des mécanismes formalisés sont alors élaborés afin de mettre plus de coordination et de contrôle, pour enfin aboutir à une phase de maturité, caractérisée par l'élaboration d'une structure pérenne, capable à la fois de stabiliser l'organisation et de la doter de capacités d'adaptation. Au-delà de l'idée d'une succession de phases, l'approche en termes de cycle de vie des organisations présente ces phases comme le résultat de crises successives. Chaque étape de la vie d'une organisation comporte des limites ou des contradictions. Celle-ci se développe jusqu'à provoquer une crise. Cette crise ne peut être surmontée que par le passage à une phase nouvelle. La structure d'une organisation se transforme ainsi au fur et à mesure que son âge avance. Sur ce principe, Larry Greiner identifie ces 5 phases successives selon la figure suivante. Comme exemple, on a une start-up est typique d'une structure entrepreneuriale basée sur la créativité et l'investissement personnel de son créateur. Si l'activité se développe, celui-ci ne pourra plus faire face seul à tous les dossiers aux problèmes qui se présentent. De plus en plus de membres s'impliqueront dans les décisions de manière plus ou moins coordonnée, puis le dirigeant devra déléguer explicitement. Pour compenser les dérivés possibles de ces délégations et assurer le contrôle de l'activité, il sera conduit à formaliser davantage la structure organisationnelle. Woodward a étudié la technologie et les façons d'organiser la production. La structure d'une organisation dépend, selon lui, de la technologie qu'elle met en œuvre et s'appuyer sur la comparaison d'un grand nombre d'entreprises industrielles pour montrer que des niveaux de performance équivalents pouvaient être atteints avec des structures organisationnelles différentes. En revanche, pour une technologie donnée, les structures des entreprises les plus performantes étaient comparables. Ces observations, qui sont à replacer dans leur contexte historique, conduisent à l'hypothèse que chaque type de technologie implique la mise en œuvre d'une structure organisationnelle singulière.
pour Woodward, il y a des liens entre la technologie et structure. Donc, de plus en plus, la technologie qui a une production en petite série implique une structure faible, alors qu'une technologie en production de masse ou en production en continu, elle a une structure plus élevée. Comme exemple, on peut dire que les usines d'assemblage dans l'automobile sont typiques de la production de masse. Le travail y est très prescrit selon des modes opératoires très formalisés. Les machines qui produisent de papier représentent des processus continus. Les pilotes de ces installations exercent une activité de régulation qui consiste surtout à anticopier et à corriger des aléas ou des variations. Dans la mécanique de précision, les séries de pièces à fabriquer sont courtes, les opérateurs sont très autonomes dans leur travail et on y observe peu de niveaux hiérarchiques. Par ailleurs, il est important de bien considérer que le déterminisme technologique de Woodward ne se vérifie pas systématiquement, comme l'illustre l'exemple des centres d'appel ci-dessous. Tous les centres d'appel utilisent les mêmes équipements techniques, mais l'usage qui en est fait selon qu'il s'agisse d'activités peu qualifiées, comme les appels commerciaux sortants, ou plus qualifiés, comme les appels entrants dans les compagnies d'assistance. Dans le premier cas, l'organisation du travail est souvent très spécialisée et très prescrite, alors que dans le deuxième cas, elle laisse beaucoup plus d'autonomie aux téléopérateurs. Cet exemple permet d'observer qu'à une technologie donnée peuvent correspondre des structures différentes. C'est souvent le cas dans les activités de service, dans lesquelles les technologies laissent de larges marges d'organisation. Mais on peut constater aussi que même dans l'industrie, il y a toujours des adaptations spécifiques qui dépendent à la fois du contexte organisationnel et des choix opérés par le management. La structure d'une organisation dépend de la stratégie mise en œuvre. En étudiant l'histoire de grandes entreprises américaines, Alfred Chandler a montré que les changements de stratégie ont précédé les changements de structure. Ainsi, des structures centralisées ont mis en œuvre pour accompagner les stratégies d'expansion en volume. Des processus d'intégration verticale ont été mis en œuvre pour accompagner les stratégies de contrôle des segments en amont et en aval du processus de production. Des structures multidivisionnelles enfin ont été mises en œuvre pour accompagner des stratégies de diversification. Air France KLM est un exemple typique des choix stratégiques d'adaptation des formes structurelles, qui est un acteur majeur du transport aérien mondial. Pour mettre en œuvre sa stratégie de diversification, le groupe s'est structuré autour de ses principaux métiers qui sont le transport aérien de passagers et de fret, ainsi que la maintenance aéronautique. Plusieurs marques symbolisent cette segmentation, comme Air France, KLM Royal Dutch Airlines, Hope, Air France Industries, etc. Ces changements de structure ne se font pas toujours de manière automatique et fluide. Ce peut être l'incapacité d'une structure donnée à faire face à une nouvelle orientation stratégique, et donc une situation d'échec, qui implique l'élaboration de structures nouvelles plus adaptées. L'école de la contingence structurelle a développé l'idée que les meilleures façons de s'organiser ne sont pas universelles et que des niveaux de performance élevés peuvent être atteints à partir de structures d'organisation différentes. L'important est de concevoir les structures organisationnelles en fonction d'une série de caractéristiques identifiées appelées facteurs de contingence. Ceux-ci peuvent être assimilés à des facteurs internes, tels qu'on a vu, tels que la taille, l'âge, la technologie ou la stratégie, mais les théoriciens de l'école de la contingence se sont également beaucoup intéressés à l'environnement dans leurs travaux. Qui dit environnement dit facteur externe, en posant le principe qu'une structure organisationnelle doit être adaptée aux caractéristiques de l'environnement pour pouvoir être performante. On a pris comme théoriciens Burns, Stalker, qui ont étudié l'influence de l'environnement, et Lawrence et Lorsch, qui ont étudié la différenciation et intégration organisationnelle. Finalement, Pfeiffer et Salancic, qui ont étudié la théorie de la dépendance des ressources stratégiques par le biais de s'organiser pour tenter de contrôler l'environnement. Nous allons étudier les facteurs externes de l'école de la contingence à partir de 4 points. Premièrement, structurer l'organisation pour tenir compte de l'environnement, ainsi que des organisations mécanistes ou organiques en environnement plus ou moins stable, la différenciation et l'intégration des principes d'adaptation à l'environnement, et finalement le fait de s'organiser pour tenter de comprendre et de contrôler l'environnement. Il est primordial de structurer l'organisation afin de tenir compte de l'environnement, et qui dit environnement dit facteur externe. C'est une approche qui s'est inspirée de la théorie générale du système, telle qu'on l'a vu dans la séance précédente, et puis qui postule que tout système est ouvert sur son environnement, notamment par les différences d'échange à travers les informations, la matière première, les produits, les personnes, les flux financiers, etc. qu'il opère avec celui-ci.
Dans cette perspective, l'adaptation à l'environnement est une condition de survie pour les organisations. Tel qu'on voit sur la figure suivante, et que les caractéristiques de l'environnement sont reliées directement à la structure organisationnelle et qui peuvent être reliées directement aussi à une performance organisationnelle. Pour structurer une organisation, il faut qu'il y ait une adaptation dynamique et continue à l'environnement. Les organisations doivent s'adapter aux variations d'un environnement qu'elles ne maîtrisent pas. Elles doivent ainsi être en mesure d'adopter des structures organisationnelles les plus adaptées à un environnement donné. En conséquence, il faut s'attendre à ce que les organisations changent de structure au cours du temps. Cela ne s'opère pas par des changements instantanés, mais par des évolutions qui se situent sur un continuum reliant les différents modèles de structure organisationnelle. D'un point de vue managérial, ces principes entraînent trois conséquences. Les types de structures organisationnelles ne sont pas intrinsèques, plus ou moins performants. Il ne faut donc pas chercher à appliquer un modèle universel, mais veiller à s'inspirer du modèle le plus indiqué pour un environnement spécifique donné. Le changement n'est pas exclusivement choisi, il est en grande partie induit par des variations de l'environnement auquel l'organisation doit s'adapter. Le changement organisationnel est donc une constante. La capacité à le gérer est un élément capital de la performance managériale. Et enfin, le changement organisationnel consiste à évoluer sur un continuum entre les différents modèles de structure. Il est donc logique d'observer la coexistence à un moment donné d'un très grand nombre de configurations organisationnelles différentes et non uniquement les modèles purs décrits par les théories. Pour analyser les relations entre l'environnement et le fonctionnement organisationnel, Tom Burns et George Stalker ont étudié une vingtaine d'entreprises en Grande-Bretagne au début des années 60. Ils ont observé que les environnements de ces entreprises variaient en fonction des rythmes des changements techniques et des changements commerciaux. Les environnements peuvent ainsi être plutôt stables et ne nécessiter que des adaptations mineures, ou au contraire être caractérisés par un très fort degré d'incertitude. Ils peuvent être marqués par des changements concernant soit des technologies, soit les marchés, soit les deux simultanément. Sur ces critères, on établit que les environnements représentent des contextes plutôt stables ou au contraire des contextes changeants, présentant constamment de nouveaux problèmes. Pour Burns et Stalker, un système de gestion mécaniste est approprié à un contexte stable, alors qu'un système de gestion organique convient à des contextes changeants. La figure représente des caractéristiques principales de deux systèmes de gestion, mécaniste et organique, et montre en quoi ils préfigurent des structures organisationnelles très différentes. La forme mécaniste est efficace dans un contexte stable, car elle rationalise du mieux ses processus. La forme organique permet au contraire une adaptation permanente à des contextes changeants, grâce à sa capacité à mobiliser tous les membres dans la recherche et la diffusion de nouvelles solutions. Les auteurs insistent cependant sur le fait que ces deux systèmes ne représentent pas une dichotomie, mais les deux pôles extrêmes entre lesquels prennent place les formes intermédiaires et variées des organisations concrètes. Celles-ci peuvent en effet inclure simultanément à un système ou à un instant précis des éléments relatifs aux deux systèmes de gestion. Paul Lawrence et Jay Lorsche ont également abordé la question de savoir quels sont les types d'organisations qui se révèlent les plus efficaces selon les contraintes de l'environnement. Ils se sont distingués en préférant mettre en avant des principes d'adaptation plutôt que des idées types de structure organisationnelle. Les deux principes d'adaptation mis en évidence par les auteurs sont la différenciation et l'intégration. Pour ce qui est de la différenciation, il s'agit de la façon dont une organisation, par le biais de la division du travail, se subdivise en interne, en unités, en métiers, en groupes de travail, en sites ou encore en individus qui poursuivent des objectifs divers. Pour ce qui est de l'intégration, il s'agit de l'ensemble des mécanismes mis en place par l'organisation pour gérer la diversité générée par la différenciation, que ce soit en termes de coordination des activités ou bien en termes de régulation des conflits internes. L'environnement d'une organisation pour les auteurs peut être considéré comme plus ou moins stable selon le degré d'incertitude concernant les marchés, les technologies et le progrès scientifique. À la suite d'observations de terrain réalisées dans des industries variées, Lawrence et Lorsche ont montré que les organisations répondent à un degré élevé d'instabilité de l'environnement, en accentuant le niveau de différenciation. La raison principale en est qu'un environnement instable génère une multitude de problèmes à régler et une large palette de types de solutions. Pour faire face à cette complexité, l'activité de l'organisation est divisée et répartie auprès d'un plus grand nombre d'unités ou d'individus spécialisés.
Plus le niveau de différenciation est élevé, plus l'organisation se trouve potentiellement confrontée à des problèmes de conflictuation et de coordination interne. On peut prendre comme exemple que dans un secteur de haute technologie, la complexité est telle que les activités de recherche fondamentale, de développement, de production et de commercialisation sont divisées en départements différents. Le chercheur inscrira sa réflexion dans le long terme et sera guidé par les avances en termes de connaissances. Le responsable de production sera concentré sur les questions de mise en œuvre technique, de coût de production ou de disponibilité de compétences. Les responsables commerciaux chercheront à détecter et à influencer les besoins des clients avec un objectif de maximisation des ventes à court terme. Les objectifs, les priorités, les modes de raisonnement, les références professionnelles et les temporalités seront différents pour chacun d'entre eux. Il existe des stratégies d'intégration qui permettent de s'adapter à l'environnement, étudiées aussi par Laurence et Lorch. On peut trouver comme exemple des leviers d'intégration qui peuvent être mobilisés par l'organisation, tels que les groupes de projets, les systèmes d'information, les démarches qualité et les politiques de mobilité du personnel. Pour ce qui est des groupes de projets qui réunissent autour d'un même objectif les représentants des différentes fonctions, les systèmes d'information ils permettent un accès en temps réel à la plupart des paramètres d'activité. Les démarches qualité ils formalisent et rendent visibles des processus d'activité transversaux. Et enfin, les politiques de mobilité du personnel, ils permettent de diffuser une vision partagée de l'activité. Comme deuxième exemple, on peut voir ici une définition de la mission d'un chef de projet qui est inspirée d'une offre d'emploi réelle et qui illustre bien son rôle intégrateur, qui est d'assurer la responsabilité de la gestion d'un projet de développement et d'industrialisation d'un produit intégré dans les véhicules en série, et aussi qu'il soit un garant de la bonne atteinte des objectifs en accord avec les bonnes pratiques du client et du constructeur automobile concerné, et aussi le fait de superviser les différents acteurs, pilotes d'études, qualité, achat projet, etc. Et aussi le fait de contrôler le déroulement du projet, l'exécution du planning et le respect du budget. Et aussi, et enfin, assurer le reporting auprès de la direction. Toutes les organisations, quel que soit leur degré de différenciation, sont confrontées à la nécessité de l'intégration. Mais l'intégration est d'autant plus complexe à réaliser que le niveau des différenciations qui est élevé. On a ici une figure qui donne des exemples de moyens d'intégration selon les niveaux de différenciation. Dans leurs travaux originels, Laurence et Lorch ont ainsi montré que lorsque la différenciation est faible, les procédures écrites, la ligne hiérarchique ou les échanges directs entre responsables d'unités peuvent suffire. Par contre, lorsque la différenciation est élevée, ils ont pu observer l'existence de départements dont la mission première était de réaliser l'intégration de l'organisation et la constitution à plusieurs échelons hiérarchiques, d'équipes transversales, c'est-à-dire incluant les représentants de plusieurs unités. Dans les points précédents, les organisations sont considérées comme des entités qui s'adaptent à un environnement qui leur est extérieur. Il est possible de renverser la perspective et de considérer que la frontière entre l'organisation et son environnement est relativement ouverte et que par conséquent, l'organisation peut aussi se structurer pour mieux contrôler ses relations avec l'environnement. C'est en particulier de point de vue défendu dans les années 70 que Jeffrey Pfeffer et Gerald Salancik, à travers la théorie de la dépendance des ressources stratégiques, pour ces deux auteurs, l'environnement joue un rôle fondamental puisque c'est là que l'organisation peut puiser les ressources dont elle a besoin pour fonctionner, telles que les énergies, la matière première, les infrastructures de transport, la main-d'œuvre qualifiée, les réseaux de distribution, etc. Cependant, l'impératif de l'accès aux ressources génère une interdépendance très forte entre l'organisation et d'autres acteurs de l'environnement, intéressés par ces mêmes ressources pour contrôler l'accès à ces ressources en dépit des pressions exercées par les autres groupes d'intérêt. L'organisation peut développer des liens structurés avec son environnement, mettre en place des partenariats, créer des filiales communes, organiser des réseaux de sous-traitance, etc. Un autre levier d'action peut être celui de l'implication dans la vie politique et l'exercice de l'activité de lobbying. Il apparaît alors que l'environnement n'est plus seulement une donnée à laquelle il faut s'adapter, mais un domaine duquel on doit chercher à réduire sa dépendance. Le rôle du manager consiste alors à structurer les relations entre son organisation et les autres acteurs de l'environnement pour sécuriser et optimiser l'accès à ces ressources les plus stratégiques.
Comme exemple, on peut donner que le 1er mars 2017, Petrobras et Total annoncent avoir signé les accords qui scellent l'alliance stratégique des deux entreprises. Ces contrats prévoient notamment des transferts de technologies de Total vers Petrobras et des accès à des champs pétrolifiés brésiliens pour Total. En se structurant ainsi, les deux entreprises ne se sont pas seulement adaptées à leur environnement, et ils en ont modifié la structure concurrentielle à leurs avantages et ont sécurisé leur accès aux ressources stratégiques telles que la technologie et les réserves pétrolières. La théorie de la contingence insiste sur l'hypothèse de base que les organisations, dont les structures internes répondent au mieux à la demande de l'environnement, parviendront à une meilleure adaptation et donc à une meilleure efficacité. Qui dit efficacité dit performance. En effet, en fonction des besoins de l'entreprise, de son environnement, il existe une structure organisationnelle adaptée. Nous serons donc capables, avec la théorie de la contingence, de déterminer la structure la plus adaptée. Une des principales limites de théorie de la contingence est que le comportement stratégique des acteurs, leur autonomie y est délaissée au profit d'une analyse orientée vers le groupe. L'école de la contingence nous a permis de comprendre que les meilleures façons de s'organiser ne sont pas universelles. Donc, le fait de prendre en considération des facteurs internes à l'organisation et des facteurs externes peut aider à la prise de décision, des choix stratégiques, tels que, pour ce qui est des facteurs internes, tels que la taille, l'âge, le secteur d'activité ou la stratégie suivie par l'entreprise. Pour ce qui est des facteurs externes, il est important de structurer, s'organiser de la meilleure façon pour faire face à son environnement externe. On arrive cependant à la fin de cette séance. J'espère que vous avez compris les principes de l'école de la contingence et aussi un bon résumé sur l'école systémique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, je vous dis à la séance prochaine et merci pour votre attention.